Alors on est aujourd'hui avec Michel Hazanavicius et Finnegan Oldfield. Vous êtes aujourd'hui ici pour nous présenter votre film Coupé. Alors nous on est réunis ici dans le cadre du Pass Culture, exactement. On a été donc tiré au sort pour rencontrer vos deux personnalités. Comme toi, tu as été tiré au sort finalement Bah pour être ouais, dans le film. bah ouais, Bah ouais. la liste était longue. On n'était pas 2 millions pour le rôle, on était 15, mais Donc pour animer cette rencontre, on va être quatre. Vous avez Mathis, Jeanne, Margot et moi-même. On va vous poser des questions donc sur votre film et sur vous et sur voilà votre vision du festival. Alors on est à 2 jours après la projection en ouverture du festival que vous avez donc fait. Comment vous vous sentez alors que les réactions étaient plutôt positives après votre film? Comment ça, plutôt positif? Très positive. Ouais, carrément. On se sent, je sais pas, moi, non, je suis content parce que ça s'est très bien passé. Les gens ont vraiment rigolé. Et puis, dans des festivals comme ça, c'est vrai que les gens ils aiment bien rigoler parce que c'est pas la norme les films comiques. il y avait déjà un film, une comédie qui avait fait l'ouverture ou pas du Festival de Cannes? Enfin, j'imagine que tu t'es pas fait les 75 éditions depuis le début non La plus. clôture, ça a déjà été fait, mais justement le dernier OSS 117 qui était présenté à la clôture l'année dernière. Absolument. Et, Et il y avait un Jarmouche, je crois, justement avec des zombies aussi, qui était plutôt une comédie. En ouverture? Ouais, et il y a eu des Woody Allen qui ont ouvert le festival. D'accord. Voilà, je crois que c'était en 86. Il y a eu, ouais, non, mais là, c'est vraiment de la bonne grosse comédie, quoi. Vous avez vu le film ou pas? on a vu le film. Ah, très bien, ça vous a plu? Ouais, c'est super. Ah, bah Et génial. donc nous, on a pu échanger avec les personnes à la sortie de la salle Ouais. mardi et leurs réactions, elles étaient unanimes. J'imagine que vous êtes satisfait de Oui, voir que oui, les oui. réactions étaient comme ça. Exactement, non, mais on était très contents. Ouais, on était très contents. Après, là, moi, je vous avoue que je suis sur le départ. Et voilà, donc voilà, je dis adieu à cette bonne vieille ville de Cannes. Ah ouais? Ouais. Et toi, alors? Ah, non, les réactions étaient très bonnes, mais c'est un film où il faut que la mayonnaise monte un peu quand même. Non, non plus, ça faut pas La dire. mayonnaise, ouais. Ok. Voulez-vous croire que c'est de la béchamel? Et en fait, Non, c'est non. ta première promo, non? Non, mais il a raison. Non, mais le film n'est pas évident à vendre. Si on peut pas trop dire parce qu'il y a une espèce de surprise, une espèce de changement. Faut dire un peu, non? Voilà. Non, mais on l'a dit plein de fois, mais on n'est pas là pour faire de la promo spécialement. Enfin, oui, le film raconte l'histoire d'un tournage. Et au début, ce qu'on voit effectivement, on voit un tournage raté, donc les gens ne savent pas si on l'a fait exprès de le rater ou si il joue vraiment mal. Et en fait, à un moment donné, on retourne le truc et on se rend compte que certes, il joue mal, mais en vrai, il joue hyper bien ce qui se passe en dehors de l'image. Et quand on voit ce qui se passe en dehors de l'image, on se rend compte qu'en fait, ils sont hyper bons. Finnegan est très bon, mais il joue un gars qui s'appelle Raphaël, qui lui est assez mauvais. Mais la différence entre... Au début, on voit Raphaël, et puis après, on voit Finnegan. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Non, et puis on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit bien. Mais effectivement, il y a un effet où au début vous vous dites mais qu'est-ce qui va se passer? Merde, c'est vraiment raté. Et en fait, après vous allez comprendre pourquoi c'est raté. Donc ce qui fait que les réactions étaient bonnes. Et moi j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont dit putain, j'ai eu peur au début, mais qu'est-ce que je me suis marré après. Donc c'est cool. Donc les réactions étaient bonnes. Au début, on se dit, hey, c'est vraiment raté. Et après, on se dit, hey, c'est vraiment réussi. Ouais. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Moi j'avais une petite question. On dit souvent que les mauvais livres font des bons films. Là vous avez fait le choix de faire un remake d'un film qui était déjà de base un succès à la fois critique et commercial. Qu'est-ce qui vous a pris de prendre quelque chose de bon et d'essayer d'en faire quelque chose de meilleur? Alors, je vais pas essayer d'en faire un truc meilleur. Et en fait, c'était un succès commercial au Japon, mais en France et en Europe, c'est un film culte, certes, mais en France, ça a dû faire 2000 entrées, un truc comme ça. Donc, si vous voulez, c'était pas, j'ai pas fait un remake de Mission Impossible 3, quoi. Donc, et l'idée n'était pas d'en faire un truc meilleur, l'idée était de le transposer plutôt dans d'autres codes de cinéma, dans une autre économie, parce que c'est un film d'étudiants. Assez miraculeux, très réussi, mais dans une économie donnée et avec une culture donnée qui est la culture japonaise. Et donc l'idée c'était de reprendre la structure du film et grosso modo tout ce qui marchait. Donc le film est assez fidèle à l'original et en même temps pas du tout en vrai quand on regarde, même si ça suit l'histoire, etc. Le réalisateur Shinichiro Ueda qui a fait l'original, qui lui-même est adapté d'une pièce de théâtre, qui elle-même est adaptée d'une pièce de théâtre aussi anglaise des années 60. En fait, c'est une idée qui est très séduisante, qui est l'idée qu'on essaie de développer là. C'est-à-dire vous voyez un ratage et après vous voyez l'envers du décor et vous comprenez pourquoi les choses ont été ratées. Et en fait, c'est très jouissif parce que
vous changez complètement de point de vue en tant que spectateur. Au début, vous êtes critique et après, vous dites mais pourquoi j'étais critique? J'étais complètement con, j'avais rien compris. C'est moi qui étais en tort, c'est pas eux. Et donc voilà, donc c'est cette idée-là que j'ai voulu refaire. Et l'idée n'était pas de faire meilleur, l'idée était de transposer. Et donc oui, dans ce que je vous disais, c'est que Shinichiro Ueda, qui a vraiment beaucoup aimé le film, qui a eu des phrases hyper gentilles sur le film, disait que c'est le même film, mais complètement différent. Et si je peux y aller de mon petit commentaire, pour les fans du film, pour ceux qui auraient vu le film japonais, il y a quand même plein de petites références et dédicaces. Je vous laisse la surprise, mais c'est pas, on n'a pas mis l'autre film, enfin, sous le tapis, genre non, c'est notre film. Vous verrez, il y a quand même beaucoup de. Non, le film, hommage. oui, le film lui rend complètement hommage et comment dire, justice, quoi. Il y a même des blagues là-dessus. Et du coup, vous avez respecté le budget assez serré et l'espèce d'improvisation et le temps très court de tournage du film original, ou vous êtes allé un peu plus Moi, j'ai payé carrément pour participer au film, donc ouais, je le confirme. Alors, le film original, il a été fait en 25 000 $ et il tournait en 6 jours. Après, c'est un film d'étudiant, donc je ne sais pas combien de temps de préparation il a eu, combien de temps, et je suis pas sûr qu'il ait payé énormément les gens, etc. Quand je vous dis que je l'ai transposé, c'est justement ça, c'est-à-dire, non, d'abord, il y a pas d'improvisation, très peu. Enfin, c'était quand même très écrit, très cadré. Contrairement à leur film, tu veux dire? Non, je crois pas. Non, c'est lui ouais, qui ouais. parle d'improvisation. Ah oui, Mais non, je n'allais pas le faire pour 25 000 $. Enfin, là, pour le coup, ça aurait été plus un happening, disons, où je voyais pas bien l'intérêt. Non, l'idée, c'était justement de le transposer aussi dans une autre économie. Lui, il a fait un film où personne ne connaissait les acteurs, au Japon, nulle part, etc. Donc, et il est ressorti dans une salle. Et en fait, le bouche à oreille, on a fait un succès. Mais donc, les gens arrivaient dans la salle, ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Il y avait un véritable effet de surprise. Moi, c'est moi qui fais le film. Il y a des gens qui connaissent mon travail. Romain Duris, Bérénice Bejo, Finnegan, Grégory Gadebois. Les gens, ils savent déjà que c'est pas du tout le même effet de surprise. Donc, il faut travailler sur d'autres choses, quoi. Oui, parce que ce que vous voyez au début dans le plan séquence, c'est vraiment pourri, hein, je tiens à le dire. Justement, donc vous parliez du plan séquence. Au début, donc on a un grand plan séquence de plus d'une trentaine de minutes. Comment vous êtes préparé pour le tourner? Parce que j'imagine que c'est complexe. Ouais, bah, en fait, on a répété, on a beaucoup répété. Hein. On a fait des lectures au début, puis ensuite on a répété pendant 5 semaines dans le décor, qui est un ancien hippodrome abandonné à Bondoufle. Pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de Rungis. Sur la A86, quand vous allez vers Lille, vous prenez la première intersection à droite, vous tournez à gauche, il y a le parking, il y a le Bricorama, vous continuez, vous allez sur le parking. Et il y a l'hippodrome désaffecté. Et on a répété pendant 5 semaines là-bas. Et ce qui est drôle, c'est qu'on répétait petit à petit avec... parce que dans le plan séquence, il y a des décapitations, il y a des bras coupés, il y a des perches. Donc au début, on n'avait pas tout ce matériel. C'est-à-dire qu'on prenait genre un balai pour faire la perche, un bras en plastoc, enfin une fausse main de farce à trappe qu'on gaffait en jaune. Vous voyez, petit à petit, on avait des accessoires. La tête, c'était pas une vraie tête parce qu'on n'avait pas encore les vrais trucs. Donc on faisait un peu en bidouille et ça se retrouve dans le film. Enfin, vous voyez au début. Hein, On a gardé vraiment les mêmes accessoires. les mêmes accessoires avec lesquels on répétait, vous voyez. Les têtes, on s'envoyait des espèces de ballons de baudruche, enfin, c'était marrant. Donc 5 semaines de répète comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de comédie quand même hein, dans ce plan séquence. Donc c'est des cascades, des courses, des trucs, des décapitations, mais du rythme, des scènes de dialogue où il faut que ça soit marrant quand même. C'est pas juste des mecs qui cavalent pendant 35 minutes. Et donc on a répété ça pendant 5 semaines et c'était intense. Hein. C'était vraiment du boulot ça. Et ensuite on a tourné pendant 3 jours, 5 fois par jour ou 4 fois par jour le plan séquence. Sachant qu'on est couvert de sang. Donc après un plan séquence de 35 minutes, tu finis le plan séquence, t'es entièrement recouvert de sang, de trucs, t'as une lentille qui est coincée dans la paupière, d'ailleurs j'en ai toujours une je crois. Tu vois, t'es comme ça, t'en as une qui est pleine de sang, t'as l'autre qui a du faux vomi sur lui et tout. Ouais, vomi. Et on devait se doucher, remaquillage, genre 1 heure de repréparation à nouveau, tout nouveau costume, les costumes c'était un truc d'équipe de fou. Et ça a duré pendant 3 jours, 5 fois par jour. 4 jours. 4 jours. 4 jours on a tourné sur 4 jours. Ouais. Mais effectivement, oui, c'est très. En fait, c'est très précis et très rigoureux et très. Voilà. Parce qu'en fait, eux, ils ont répété, mais très rapidement, on a fait rentrer l'opérateur la caméra est un personnage
Ouais. est un vrai personnage du film, Ouais. de ce plan séquence, puisqu'après on va voir le cadreur et ce qu'il a joué. Donc tous ces déplacements, ça a l'air d'être un plan séquence comme ça, mais il accueille. Enfin, moi j'avais tout storyboardé, et il y a 240 valeurs de plan qu'il fallait s'enchaîner dans l'espace, dans le timing, et en laissant la place à les autres lectures de la troisième partie et tout ça. Donc pour moi, c'était un peu frustrant parce que normalement, quand vous faites un film, vous essayez toujours d'arranger, d'améliorer, et surtout une comédie, il y a toujours manière à faire des vannes et tout ça. Mais là, en fait, je tournais pas mon film, je tournais le film du réalisateur, qui est le rôle principal du film, et donc il fallait que je reste. L'histoire, c'est qu'il rate complètement, enfin, c'est que tout lui échappe, quoi, et qu'il fait un film complètement raté. Et donc, il fallait vraiment organiser ce ratage sans essayer de faire ce qu'on fait d'habitude, accélérer le rythme, enlever ce qui est pas bon, rajouter des vannes, des trucs, des machins, quoi. Moi, du coup, c'était pour vous ma question, Finnegan. Oui. Il s'agit du coup d'un film dans un film. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer et vous préparer à jouer différents personnages? Alors, ce qui est cool, c'est que là, ça, je suis sur mon profil. C'est parfait. Et non, alors, ce qui est bien, c'est dans ce genre de situation, c'est là où il vous faut un réalisateur qui vous rappelle ce que vous jouez, pour pas que du coup que ce soit Finnegan qui. Dès qu'on s'est rencontrés, le premier rendez-vous, il m'a dit, écoute, moi, je veux plus voir Finnegan. Pas parce qu'il m'aimait pas, enfin, je crois pas, mais il m'a dit, je veux qu'il disparaisse, donc tu vas jouer. Moi, je joue un personnage qui s'appelle Raphaël Barrel, qui est un acteur en vogue, qui fait des interviews à Cannes, ça se passe très bien. Il a tourné avec Lars von Trier. Bon, en vrai, il a fait une scène de garçon de café dans un Lars von Trier, mais c'est pas grave. Mais lui, tu vois, il a le vent en poupe, quoi. Il s'appelle Raphaël. Et ce Raphaël va essayer de jouer dans le film de Rémi Bouillon un personnage qui, à la base, ça, je vais spoiler si je dis ça. Bon, il doit jouer Ken, en gros, quoi. Il se retrouve à devoir jouer Ken. Bref, en tout cas, il y avait un truc. Ken. Il est Ken. Il est vraiment Ken. Et bon, en gros, il me disait, Michel me disait souvent, non, là, c'est Raphaël qui joue Ken. Je disais, ouais, mais est-ce que Raphaël, il joue mal? Il me dit, non. Parce que, non, là, Raphaël, il veut bien faire, mais en fait, tu vois, il y avait un truc de, c'est Raphaël qui joue. Là, il me disait, là, c'est Ken, là, c'est Raphaël, en gros. C'est pas du tout clair, cette réponse. Non, mais vous allez vous en contenter. et en fait, il joue un acteur qui, à un moment donné, à des moments joue, et à des moments est dans l'impossibilité de jouer parce que pas son partenaire, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc, quand cet acteur joue, tout va bien, on sait qu'il. Mais Ouais. quand cet acteur ne peut plus jouer, l'acteur remonte un peu à la surface, donc il peut se permettre de dire des trucs, etc. Mais c'est vrai que, disons, il y a deux espaces de fiction. Plus Finnegan, donc moi j'en avais trois, j'avais Finnegan, Finnegan en train de jouer un acteur, en train de jouer, et Finnegan en train de jouer un acteur qui ne peut pas jouer son personnage. Donc c'est pas plus clair que toi, mais... Mais si, mais ouais, c'est pour ça qu'il faut un réal, mine de rien, qui vous recadre un peu tout ça. En fait, c'est que quand dans le plan séquence tout se passe bien et qu'on est toujours dans les lignes, bah c'est Ken, mais quand en fait le mec il est en galère et qu'il peut pas jouer ses répliques, il redevient Raphaël. Voilà, c'est ça qu'il a donc joué. c'est Ken. Et voilà, ouais. Et Raphaël est un blairable, manspreader. Il essaie de marcher sur les autres pour réussir. Il fait des vannes un peu à la con et il y a ces choses-là qui surgissent de temps en temps. Je pourrais pas aller plus loin dans cette question. D'accord, merci. En plus de vous, Finnegan, on a Romain Duris au casting, Charles Dupont ou encore Jean-Pascal Zadi. Mais il y a aussi votre femme, Bérénice Bejo, et deux de vos filles. Comment c'était de jouer avec des membres de votre famille? Non, il y a une grande fille qui est... Bérénice, ça fait plusieurs films qu'on fait ensemble, donc on a quand même des... comment dire, des habitudes, enfin pas des habitudes, mais des manières de faire qui fait que normalement on n'est pas, enfin on sait, ni on s'engueule devant tout le monde, ni on est là à se rouler des pelles devant tout le monde, hyper gênant. Mais il y a quand même des trucs où il y a des gens parfois, quand ils veulent me parler, ils parlent à Bérénice par exemple. Bon, il y a en rentrant en bagnole quoi. Ouais, c'est ça. Et puis le réel, il est fatigué en ce moment, Michel. Mais bon, donc ça, on a un peu des habitudes, donc tout va bien. Ma fille, elle a 24 ans. Vous avez quel âge, vous? 18. Elle a 24 ans. Elle a étudié. Elle est partie étudier 3 ans à Londres, cinéma et théâtre. Et elle a écrit, réalisé, joué dans des courts-métrages, etc. Et elle a vraiment envie de faire ça. Et là, j'avais un rôle donc de vraiment une jeune fille de son âge qui doit jouer la fille d'un réalisateur interprété par Romain Duris et tout. Donc
ça me semblait complètement évident de lui proposer. Et voilà. Et après, bah, c'était plutôt touchant parce que tout d'un coup, votre enfant, c'est quelqu'un que vous avez un peu, entre guillemets, protégé. Enfin, vous avez un rapport, forcément, un rapport familial. Donc, les rapports familiaux, ils sont toujours un peu cadrés, quoi. Et là, tout d'un coup, c'était complètement un autre truc. On était sur un plateau, il y avait des choses à faire. Il fallait que je la dirige, qu'elle joue, qu'on ait une autre un rapport d'adulte à adulte, en fait. Donc ça, c'était hyper bien. Quant à mon autre fille, elle fait une panouille. Hein. Elle joue la petite fille. Ouais, je dirais que c'est très anecdotique, quoi. Vous l'avez dit, il y a 2 espaces de fiction dans le film. Et c'est vrai que c'est un peu du cinéma dans le cinéma. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez utilisé des anecdotes de tournage, de vos anciens tournages, pour réaliser le film ? Hein ? C'est la meilleure question jusqu'à C'est présent. la meilleure question. Alors en fait, je vais vous raconter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, moi, de mon côté, je travaillais sur une comédie de tournage exactement pour ça. Non pas une compilation et non pas un truc, mais des phrases que j'ai entendues, des comportements que j'ai vus, des trucs un peu dysfonctionnels. En fait, on peut devenir vite un peu fou sur un plateau. Vous pouvez demander à un assistant, vous faites un repérage sur un aéroport, un autoroute, vous pouvez dire, regarde, tu peux te mettre au milieu et prendre une photo, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Le gars va y aller au milieu de l'autoroute, quoi. Ouais. Ou, par exemple, vous êtes en repérage, il pleut, bah, tout le monde, normalement, se met à l'abri. Bon, bah, une équipe de tournage, ils vont rester sous la pluie en disant, ouais, c'est pas mal, et puis on s'en fout complètement. Enfin, les acteurs peuvent être complètement, j'ai pas eu de café, moi, des trucs complètement fous que personne n'oserait faire dans la vraie vie. Et tout ça, c'est pas que ça semble naturel, mais tout ça est fait pour raconter une histoire et on donne, enfin voilà, ça implique un peu de ce genre de comportement. Et dès que vous faites un pas de côté, c'est quand même hyper marrant. Donc moi, je bossais là-dessus. Et étrangement, je bossais sur une idée qui tournait autour de l'idée du plan séquence, mais qui, moi, était une idée assez linéaire, assez classique. Mais j'étais en train de bosser dessus. Et là-dessus, j'ai eu un coup de fil du producteur Vincent Maraval pour complètement autre chose. Je lui raconte et il dit écoute, c'est fou, je viens d'acheter les droits de remake d'un film poileux. Et en le voyant, je me suis dit mais en fait son idée elle est 10 fois meilleure, vraiment hyper meilleure. Donc oui, vas-y, je le fais quoi. Donc en fait, moi j'ai quand même greffé dedans effectivement alors c'est aussi il y a quand même des phrases que j'ai entendues un peu telles quelles, des comportements et effectivement tout est un peu comment dire, ramassé quoi, pour exacerber pour en faire de la comédie. Mais ça fait pas de. Par exemple, lui il dit il est imbitable et tout, il est imblairable son personnage. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire. J'ai jamais dit ça. Non mais son personnage qui est un acteur. Alors oui, il a lu la page Wikipédia de Zombies et il ressort ça sans. Il est en plein pic de confiance sur. Je sais exactement ce que sont les zombies. Mais au fond, il veut bien faire. Au fond, il veut que les choses aillent mieux. Au fond, il veut fournir son personnage, donner de l'épaisseur, etc. Donc c'est pas une mauvaise personne. Ouais, en fait, c'est qu'il veut pas être juste acteur. Et je crois que c'est ça le problème de beaucoup d'acteurs, c'est que d'un seul coup, en fait, ça devient son film presque. Enfin, pas au début. Au début, il va être genre pote avec le réalisateur, genre viens, on va amener des trucs ensemble. Sauf qu'en fait, c'est pas ta place. Mine de rien, c'est comme si un maquilleur, une maquilleuse, un script venait et disait genre tu vas la faire comme ça la réplique. Enfin, tu vois, mine de rien. Mais sauf qu'effectivement, il est plein de bonne volonté et tout le monde est plein de bonne volonté dans le film. On n'a pas du tout essayé de jouer mal. Hein. On a essayé de jouer du mieux qu'on pouvait ce plan séquence. Mais avec, c'est genre comment tu fais pour dire des répliques face à une caméra alors que quelqu'un te jette des fléchettes dessus, quoi, tu vois, et que ça se voit pas. Voilà. Belle image. Ouais, ça arrive souvent. Avec tout à tourner avec qui ? Quand on tourne avec des réals un peu chelous, ils le font. Ça m'est arrivé. En Angleterre. En Angleterre. Non, mais c'est vraiment fou. C'est vraiment, enfin, il n'a pas tort, c'est vraiment fou un tournage. Et on se sent très vite tous chez nous. Ce truc de l'autoroute, c'est vrai. Hein. Oui, mais même, par exemple, là, je vais essayer de. Pareil, sans spolier, mais il y a un moment donné, les gens sont un peu les uns sur les autres. Ben moi, j'ai demandé aux gens de le faire pour de vrai, en fait. Mais il n'y a pas d'acrobate dans l'affaire. Hein. Et ils se marchaient dessus et tout ça, et en fait, ils avaient hyper mal, quoi.
Ouais. Et moi, je tournais, et vraiment, il y en avait, tu fais chier, mais il faut que tu coupes et tout. Là, par exemple, les gens, ils allaient voir Bérénice, qui venait me voir en disant, il a vraiment été mal, il faut pas que tu restes trop longtemps, quoi. Ils osaient pas se plaindre. Et, Non, trouver du boulot, enfin, continuer à trouver du travail. non, mais donc, tout le monde est dévoué, vraiment corps et âme, à quelque chose qui est complètement dérisoire et futile, qui est juste raconter une histoire, quoi. Ah oui, puisque ça parle pas d'une bande d'acteurs. C'est ça qui est bien, ça parle d'une équipe de cinéma. Il y a tout le monde, il y a la production, il y a les caméramans, il y a tout le monde en fait, qui sont indispensables, vraiment, à tout ça. Maquilleuses, là en l'occurrence, les maquilleuses, elles ont une espèce de, c'est même pas des pinceaux, c'est des truelles, elles te balancent du sang en pleine tronche. Et ça aussi, vrai. Entre les prises, elles arrivaient, tu sais, avec un vrai truc, quoi, pour repeindre le palais du Festival de Cannes. Et tu sais, elles te jettent du sang comme ça en pleine tronche, et ça y est. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez déjà, sans citer de nom, vu des acteurs qui dépassaient leur rôle et oui. Je voulais du croustillant, là. Non, mais sans citer de nom, j'ai dit. Non, mais il y a toujours... c'est toujours très compliqué de comprendre sa place dans un organisme un peu plus large. C'est toujours difficile mais pour bien faire, il y a Moi, j'aime beaucoup les lectures d'acteurs parce que les acteurs, ils lisent vachement transversal. Enfin, comment dire, ils lisent leur ligne narrative. Donc, tout d'un coup, ils vont soulever. Ils sont capables de soulever un truc. Je comprends pas pourquoi le mec, tout d'un coup, devient sympa avec machin, alors que c'était pas du tout. Et puis, au fait, dans le scénario, ça vous arrangeait bien que ce soit comme ça parce que vous ne vouliez pas. Donc, vous mettez de côté un truc et les acteurs, ils peuvent vous révéler tout ça. Mais donc du coup, il y a toujours une espèce de petite porosité entre ce que vous avez écrit et l'acteur. Donc l'acteur, des fois, il intervient un peu sur le texte. Des fois pour le meilleur, des fois, voilà. Il y a des acteurs, ils se foutent complètement. C'est le texte à la virgule près. Et quand vous leur dites, non mais tu sais quoi, enlève juste cette virgule, ils aiment pas. Ils aiment pas parce qu'ils ont l'impression que eux, leur boulot, c'est le texte. Voilà. Grégory Gadebois, il est comme ça, par exemple. Il va jamais rien vous dire. Il va jouer ce qu'il a écrit, basta. Et il y en a d'autres que Bérénice, elle va questionner le texte. Elle va dire, mais tu crois pas que ceci, cela. En préparation, pas sur le plateau. C'est toujours mieux de le faire en préparation. Mais donc oui, il y a plein d'acteurs qui, à un moment donné, dépassent juste le fait de jouer et qui interviennent un peu sur le texte. Mais honnêtement, moi, je trouve pas ça forcément mal. C'est plus compliqué quand c'est sur le plateau, parce que sur le plateau, c'est un boulot qu'on aurait pu ou dû faire avant. Mais sur le plateau, bon, on fait perdre du temps un peu à tout le monde. Et voilà. Non, et puis il y a des prises d'otages, en fait, des fois, de certains acteurs, sincèrement. C'est genre, je peux être le truc qui fait capoter. Il y a un comédien qui m'a dit ça une fois, qui m'a dit, mais tu sais, si t'as un problème, tu sais que tu peux tout arrêter à un moment. Et j'ai un peu pris conscience du truc, de comment il voyait le métier. Il dit, il suffit que tu te mettes en travers, tu te dis non, moi je tourne pas, et plus personne ne peut tourner. Parce que je veux dire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans l'insécurité, c'est hyper anxiogène, et peut-être qui se sentent légitimes, effectivement, cette histoire du café, j'ai pas eu mon café, donc je peux pas jouer. Tous tes prétextes après à ne pas pouvoir jouer, à pas être bien dans son monde. Donc c'est des comportements, mais je pense que ça relève, comme tu dis, du dysfonctionnement, en fait, que d'un seul coup, t'es plus sur la planète Terre, que t'es dans un monde. Et moi, je suis pas toujours fier de dire que je suis acteur, mais il y en a très bien. Alors que c'est un super beau métier. Mais c'est vrai que des fois, on voit des comportements. Mais après, il y a... De toute façon, quand... je dénonce, je suis là pour dénoncer. Messieurs, dames. Non, mais... De toute façon, c'est un travail d'équipe. Et quand il y a un chef d'équipe ou quelqu'un qui a décidé d'être de mauvais poil, ou même quelqu'un qui fait le point, qui est de mauvaise humeur et qui se met à gueuler, bah, d'un seul coup, on a tous du mal à bosser. Vous voyez ? C'est pas que... Ça dépend des conditions. Quand on mange mal le midi, par exemple, je vous jure, une équipe qui mange mal, c'est peut-être très français, mais ça bosse plus après, derrière, on est tous. Vous voyez ? Voilà. C'est tout. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris du temps pour pouvoir nous répondre. Merci à vous. Et merci au Pass Culture d'avoir organisé cette rencontre avec vous. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.